Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis Baké Gourousso, ingénieur de la formation et des systèmes d'emploi. Bienvenue au Café des métiers, le podcast qui fait un focus métier. Il s'adresse essentiellement aux élèves et aux étudiants. Ensemble, nous allons découvrir un profil, un parcours, des conseils qui vous aideront à mieux structurer votre projet professionnel et mieux penser votre choix de formation. Nous recevons pour vous aujourd'hui Monsieur Georges Amelon. Monsieur Amelon, bonjour. Bonjour. Comment vous portez-vous? Il me semble que je me porte bien. Excellent. Bienvenue sur ce podcast. C'est un plaisir. Et merci d'avoir pris votre temps pour venir partager avec nous, avec ceux qui nous suivent, votre parcours, parler de votre profession. Et je m'en vais vous demander, que faites-vous dans la vie, Monsieur Amelon? Alors, je suis journaliste. D'accord. Je suis journaliste, c'est mon métier, même si je fais beaucoup d'autres choses à côté, de la consultance, de l'enseignement et tout ce que vous voulez. Mais mon métier principal, c'est journaliste et j'exerce maintenant depuis 1979. Je suis à la retraite officiellement pour ce qui concerne l'ORTB où j'ai fait le plus gros de ma carrière. Et je suis à la retraite depuis 5 ans et en dehors de ça, je continue à exercer mais pour d'autres types de médias. D'accord. En quoi consiste le métier de journaliste? Alors on peut le résumer de façon très simple. Les citoyens ont besoin d'informations. D'accord. Ils ont besoin d'informations et comme ils ont besoin de manger, ils confient à quelqu'un la responsabilité de s'occuper de ce département-là. Si vous avez envie de manger, vous allez au marché pour acheter ce que vous devez cuisiner ou alors vous allez au restaurant. Oui. En ce qui concerne l'information, les citoyens délèguent à des professionnels la charge de collecter l'information pour venir la leur donner. Il est évident que le citoyen ne peut pas être partout à la fois. Exactement. Le journaliste, lui, fait métier d'aller chercher l'information où elle se trouve, que ce soit dans son pays ou en dehors de son pays, dans sa ville ou en dehors, mais avec pour mission non seulement de la collecter, mais de la traiter, c'est-à-dire de la trier, de l'évaluer, de la recouper, de sélectionner les meilleures choses à apporter à la table du citoyen, et puis ensuite de publier ou de diffuser. Voilà ce que fait le journaliste. C'est vraiment très bien expliqué avec des mots simples. Mais je voulais vous demander, Monsieur Amelon, dans je suppose le journaliste appartient à un corps de métier, c'est bien ça. Est-ce qu'il y a moyen de se spécialiser? Nous voyons, quand il y a par exemple des matchs, on voit les journalistes sportifs, par exemple, venir parler, commenter un match. Est-ce que dans le journalisme, il y a moyen de choisir encore sa voix ou de préciser? Bien sûr. Bien sûr. Les journalistes ont, comme dans d'autres métiers, des spécialités. D'accord. Si vous êtes journaliste, c'est comme si vous disiez que vous étiez médecin généraliste. D'accord. Après, vous êtes médecin, vous pouvez être ophtalmo, vous pouvez être otorino, vous pouvez être stomatologue, vous pouvez être ce que vous voulez, chirurgien et autres. Dans le journalisme, on se spécialise dans différents secteurs. On aura des secteurs qui sont des secteurs domaines, par exemple l'économie, la politique, la culture, le sport, l'automobile, le journalisme scientifique, tout ce que vous voulez. Oui. Et puis, vous aurez des spécialités professionnels aussi. Par exemple, il y a des gens dont la spécialité sera l'interview. Il y en a, ce sera le reportage. Il y en a, ce sera la production et ainsi de suite. Le journaliste peut toujours se spécialiser. Et en général, il se spécialise en fonction des passions qui sont les siennes. D'accord. Et je voudrais vous demander, dans l'exercice de son métier, quelles sont les interactions, quels sont les corps de métier avec qui
avec lesquels, le journaliste a des interactions, professionnellement parlant. Professionnellement parlant, disons que nous avons des interactions avec un peu tout le monde en vérité. Okay. Le journaliste est celui qui côtoie le président de la République, comme il peut côtoyer le dernier des citoyens, celui qui est, je dirais même, un citoyen délaissé par la communauté, un mendiant ou tout ce que vous voulez. Vous pouvez en avoir besoin si vous êtes journaliste. Il suffit que vous ayez à vous adresser à lui pour avoir de l'information de sa part. Si je veux savoir comment travaillent par exemple les Bassais qui sont à Misebo ou à Tontokpa, il faut que j'aille à leur contact. Je ne peux pas rester dans mon bureau et deviner comment ils vivent. Donc forcément, j'irai à leur contact. Mais je ferai la même chose s'il s'agit d'un ministre, d'un médecin, d'un magistrat ou de n'importe qui. En fait, les interactions du journaliste sont multiples et multiformes. Après, professionnellement parlant, dans notre métier, il y a des corps spécifiques avec lesquels nous collaborons. Par exemple, le journaliste travaille beaucoup à partir de la logistique. Et vous aurez forcément à collaborer avec les chauffeurs qui sont affectés à votre organe de presse, par exemple. Mais vous aurez à travailler aussi avec des techniciens. Des techniciens qui, au regard de la loi du Code de l'information de 2015, par exemple, sont regardés comme étant appartenant au corps des professionnels des médias. D'accord. Et là, ce sera les preneurs de son, ce sera tout ce qui font la captation, les cadreurs, tout ce qui s'occupe de faire cet emballage qui fait qu'après, infographe et tout ce que vous voulez. Bon, bref, c'est un corps qui touche un peu à tout en matière de contact interprofessionnel. Est-ce que c'est difficile d'être journaliste? Est-ce que c'est un métier difficile? Je suis un peu embarrassé pour vous répondre parce que je ne sais pas si je suis forcément la personne la mieux placée pour ça. Je n'ai pas été formé comme journaliste. J'ai fait du droit. J'ai fait l'université ici, à Bomé-Calavi, ça s'appelait l'UNB à l'époque. J'ai terminé en droit et c'est seulement après que je suis allé vers le journalisme. C'est vrai que depuis le collège, j'écrivais dans la presse collégienne et tout ce qu'on veut, mais je ne suis pleinement entré dans le métier qu'après avoir traversé ma formation en droit. Et en allant vers le journalisme, j'ai découvert une passion. Et du coup, j'ai travaillé pendant plus de 40 ans de ma vie maintenant, en ayant constamment l'impression de m'amuser, en ayant constamment l'impression que ça n'était pas forcément la chose la plus difficile. Voilà pourquoi je dis que je suis mal placé pour en parler. Je dis souvent à mes étudiants que s'ils n'aiment pas travailler, il vaut mieux qu'ils n'embrassent pas ce métier. Parce que le journalisme, c'est le métier où vous savez quand vous arrivez, mais vous ne savez pas quand vous rentrerez chez vous. Comment est-ce que le journaliste est perçu par la société? Ah, ça dépend. Je vous dirais, ça dépend de l'opinion générale. Parce que quand on voit, quand on voit un journaliste, un professionnel des médias venir présenter le journal et tout ça, c'est prestigieux, c'est beau. Quand on écoute la radio, on entend une voix qui donne des informations. Il y a comment je dirais, les flashs et tout ça, de l'admiration, c'est agréable, c'est bon. Mais parfois, il y a aussi, je ne sais pas, je dirais peut-être certaines critiques, mais est-ce que comment est-ce que vous êtes perçu? D'abord, je dirais simplement, il ne faut pas confondre présentateur et journaliste. Ah. C'est deux choses différentes. C'est vrai qu'aujourd'hui, la plupart des personnes que vous voyez présenter le journal à la télé ou à la radio sont des personnes qui sont des journalistes. Mais il n'y a pas si longtemps que ça, on avait ce qu'on appelait les téléspeakers ou les téléspeakerines. C'était des gens qui avaient un beau visage, de beaux yeux, une belle voix, et qu'on utilisait pour présenter comme vitrine pour le travail qu'effectuaient les journalistes. Après, on s'est rendu compte à l'évidence que celui qui ne connaît pas le métier ne peut pas rendre
l'information de la manière dont le ferait un journaliste lui-même. Et voilà comment les téléspeakers, les téléspeakers ont disparu. Mais en réalité, un présentateur, ne dites jamais, si vous allez dans un forum international de journalistes, que vous êtes présentateur. Personne ne s'intéressera à vous. Quand vous dites à l'international que vous êtes journaliste, la première chose qu'on vous demandera, c'est sur quelle production vous êtes, sur quel magazine vous êtes, sur quel type d'article vous êtes, sur quel résultat réel vous donnez pour le commun des gens, pour le citoyen. En réalité, quand vous dites « je suis présentateur », bon, vous êtes un homme tronc et c'est pas autre chose que ça. Donc, il ne faut vraiment pas penser, je sais que c'est quelque chose qui influe beaucoup, parce que quand on demande aux jeunes qui arrivent, par exemple, en journalisme à l'université, dans les écoles de journalisme, la plupart d'entre eux vous répondent « je veux présenter le journal à la télé », les dames en particulier. Il y a beaucoup d'hommes qui vous disent « je voudrais présenter à la radio ». Il y en a très peu qui se dirigent vers la presse écrite parce que c'est moins mis en visibilité. Effectivement. Vous avez dit que vous enseignez également aujourd'hui dans les écoles de journalisme. Est-ce qu'on pourrait savoir c'est quoi la durée le temps de formation pour être journaliste? Alors, en général, de façon classique, dans toutes les écoles de journalisme, on fait 3 ans. On fait une licence en journalisme. Et a priori, quand vous sortez d'une école de journalisme, après 3 ans, vous êtes prêt à l'emploi. Mais il faut dire que tout dépend de la qualité de l'école. En principe, une école digne de ce nom, une école de journalisme digne de ce nom, à ce qu'on appelle un studio-école, un journal-école. D'accord. Ça signifie que dès que vous avez passé la première année, en général, qui est une année très théorique, vous commencez à être très pratique. Vous allez commencer à aller en studio, l'école ayant son studio, vous allez commencer à écrire dans le journal de l'école et à vous faire publier, de façon à ce que vous mettiez réellement la main à la pâte. Mais comme je dis toujours aux étudiants que j'enseigne, je leur dis, quand vous avez fini et que vous avez le diplôme de journaliste, ne venez pas me dire que vous êtes journaliste. Allez d'abord dans une rédaction, travaillez-y pendant 2 ou 3 ans, et après vous viendrez me dire que vous êtes journaliste. Parce que tout simplement, c'est un métier qui s'apprend à la dure. C'est un métier que vous ne pouvez pas prétendre savoir faire si vous n'êtes pas allé dans une rédaction, mentoré par des aînés, mis sur le chemin par l'expérience même du métier, parce que, croyez-moi, c'est un métier où on rencontre toutes sortes de contraintes. C'est un métier qui peut être fatigant, qui peut être périlleux aussi, parce que des fois, on est dans des situations qui sont plutôt dangereuses. C'est un peu de tout. Et vous devez être ballotté par tous ces éléments-là pour réellement appréhender ce qu'est la profession. En général, quand on dit aux jeunes journalistes qu'il faut se préparer, qu'il faut planifier, qu'il faut ci, qu'il faut ça, ils vous regardent en se disant, bon, ça c'est un aîné qui radote. Mais dès qu'ils sont sur le terrain, ils s'aperçoivent que si vous voulez avoir quelqu'un pour une interview, des fois il faut vous y prendre 2 mois à l'avance. Parce que les gens ont des agendas. Ils ne sont pas à votre disposition. Alors à partir du moment où vous voulez quelqu'un, il vaut mieux d'abord avoir le bon contact avec lui, l'appeler à l'avance, définir un calendrier avec lui, caler un rendez-vous, le confirmer et ainsi de suite pour être sûr d'avoir la perle rare que vous recherchez. Et plus la personne a de la valeur, moins vous aurez de la facilité à l'avoir. Ça, il faut le savoir. Parce que, bien entendu, toutes les personnes qui ont une certaine valeur sont très demandées. C'est vrai. Je ne sais pas si n'importe quel journaliste peut se lever et puis aller interviewer Beyoncé. Je ne sais pas si n'importe quel journaliste peut vouloir une interview du président Talon. Ce n'est pas possible d'aller vers des personnes qui sont au sommet de la hiérarchie sociale sans avoir pris des rendez-vous, sans avoir pris de véritables attaches et ainsi de suite. Donc tout ça se prépare. Et c'est peut-être l'une des parties qu'on apprend le mieux dans le métier. Après, il faut savoir être réactif parce que il peut vous arriver de rencontrer quelqu'un que vous n'auriez jamais espéré rencontrer au tournant d'une rue ou dans une fête quelque part. Et là, il faut être capable de réagir tout de suite et d'avoir ce que vous voulez à offrir
à vos lecteurs, téléspectateurs ou auditeurs. Tout ça s'apprend sur le terrain. Je sais qu'à l'université de Parakou et à l'université d'Abomey-Calavi, il y a des écoles. Non, je ne voudrais même pas parler des écoles. C'est-à-dire la formation se fait sur le terrain. Et c'est je veux parler du héros, je veux parler de la radio de l'université qui recrute, ou plutôt les jeunes viennent s'inscrire, se font former, on leur montre le métier de présentateur, de ci, de ça. Est-ce que vous recommanderiez ça si vous avez un jeune en face de vous qui dit, bon, moi, j'ai peut-être pas les moyens de m'offrir une formation dans une école de journalisme, je vais apprendre sur le tas, j'apprends le métier sur le tas, et après, ils disent qu'ils sont journalistes. Alors, la première chose que je dirais, c'est que je dirais à un jeune, il faut aller dans une école. D'accord. Prioritairement. Pourquoi? Parce que dans une école, vous avez un système réellement organisé, balisé, normé, qui vous permet d'avoir la complétude des enseignements que vous devez avoir pour être journaliste. Ok. Maintenant, si vous n'avez pas les moyens d'aller à l'école, forcément, il faut faire de la formation sur le tas, et c'est très possible. Il ne faut pas croire que parce qu'un journaliste a un diplôme d'école, il est supérieur à un journaliste qui a été formé sur le tas. J'ai été formé sur le tas. Ce n'est qu'après que je suis allé compléter mes études en France en même temps que je travaillais à RFI. Donc, il faut savoir que ce n'est pas parce que quelqu'un est formé sur le tas qu'il sera moins bon que quelqu'un qui a le diplôme. Mais, que ce soit l'école ou que ce soit la formation sur le tas, il faut avoir les bons interlocuteurs. Si vous n'avez pas des personnes qui sont suffisamment bienveillantes pour vous accompagner, vous donner le savoir qu'il faut, si vous n'avez pas des personnes qui elles-mêmes ont une certaine expertise, vous vous fourvoyez. C'est exactement comme l'enfant qui n'a pas de bons parents pour l'éduquer. Vous savez quel sera le résultat. Oui. En réalité, celui qui veut être journaliste et qui est jeune arrive dans un univers qui est un peu comme une jungle, et il doit avoir les bonnes personnes pour lui indiquer le bon chemin, lui apprendre les bonnes pratiques. Mais si vous tombez dans un milieu où d'emblée, les aînés, plutôt que de vous former, vous briment plus qu'autre chose, par exemple, vous n'apprendrez pas grand-chose. Si vous entrez dans un milieu où c'est l'argent qu'on met en avant et on vous éduque tout de suite à aller chercher sur le terrain de l'argent à gauche et à droite, vous ne serez pas un vrai journaliste. Bref, la formation, c'est un tout. Elle peut se faire sur le tas, elle peut se faire en école, mais il faut qu'elle respecte un certain nombre de principes et de règles pour que celui qui en sort grandi. D'accord. Oui. Est-ce que vous avez une anecdote à partager avec nous? Quelque chose que vous avez vécu? Elle peut être drôle, ou édifiante, mais une anecdote sur vos 40 ans que vous avez eu à passer. Est-ce qu'il y a un moment qui vous a peut-être marqué en tant que journaliste et que vous pourriez partager avec nous? Il y a une anecdote que je raconte souvent à mes étudiants parce qu'elle est caractéristique de ce qu'on appelle la vérification de l'information. D'accord. Je me souviens qu'il y a quelques années, j'étais chef desk politique à la radio. Et puis, soudainement, un après-midi, une collègue m'appelle pour me dire « le président Soglo est mort ». Et la rumeur enfle. J'essaye de vérifier, j'appelle toutes les personnes que je connaissais dans son entourage. Je n'ai pas d'informations fiables. Le lendemain matin, quand j'arrive à la rédaction, tout le monde m'accueille avec cette information. Le président Soglo est mort, qu'est-ce qu'on fait? Et je réponds, on ne fait rien pour le moment. Alors, bien entendu, ça surprend tout le monde. Tout le monde se dit, mais pourquoi il ne veut pas qu'on en parle? Je dis non. Avant d'en parler, il faut que nous vérifions. Et puis, tout le monde me regarde comme si j'avais des cornes. Mais moi, depuis la veille, j'étais en train de travailler sur le dossier et je n'avais aucune confirmation valable. La rumeur enfle de plus en plus. On m'apprend que les femmes du marché d'Antokpa sont en train de pleurer et puis ainsi de suite. Et puis, tout compte fait, c'est même la hiérarchie qui se met à me mettre la pression. Oui, le président Soglo est mort, jusque-là, vous n'avez pas fait de flash, vous n'avez rien dit, comment ça se fait?
Je dis on ne peut pas parce que pour le moment, nous n'avons pas de confirmation réelle. Puis à un moment, c'est le directeur général de l'ORTB qui me convoque dans son bureau en me disant « Pourquoi tu fais du zèle ? Il faut maintenant que l'information sorte, on n'a fait que trop tarder. » Je lui explique ma démarche, je lui dis « Moi, je n'ai pas d'assurance. » Il me dit « Mais même RFI en a parlé. » Je lui dis « Moi, j'ai travaillé à RFI, je sais comment il fonctionne, donc RFI pour moi n'est pas une source valable. » Alors il se met à m'engueuler. Et je lui réponds, bon, DG, si vous voulez vraiment que je donne l'information, instruisez-moi par écrit. Écrivez noir sur blanc que vous donnez l'ordre que nous diffusions l'information. Alors il me dit, sors de mon bureau, et il me chasse. Là-dessus, je retourne à la rédaction, et toujours en essayant de vérifier, je me dis, mais dans toutes les informations que j'ai eues, j'ai appris qu'il est dans une clinique à Paris. Il était à l'hôpital américain de Neuilly. Et je dis, mais si nous cherchons le numéro de l'hôpital, peut-être qu'il est possible que... Alors, je recherche le numéro sur Internet, j'ai le numéro, j'appelle, je tombe sur une dame qui me dit, ah, le président Soglo, je vous passe la chambre. On me passe la chambre et je tombe sur madame Rosine Soglo qui commence à m'agonir d'injures. Oui, on sait tout le bien que vous lui voulez, vous voulez sa mort, les Béninois sont comme ça, et ainsi de suite. Mais il est bien vivant, il est là. S'il n'était pas en train de dormir, je vous le passerai. Alors moi, je lui dis simplement, madame, moi, mon propos, c'est pas ça. Le propos, c'est que vous puissiez nous donner une interview pour nous confirmer qu'il est en vie, que tout va bien. Elle me dit, il n'y a aucun problème, si vous voulez, je vous donne l'interview. On a recueilli l'interview de madame Soglo et on l'a diffusée. Et quelques 30 minutes après, RFI a démenti l'information que même avait donnée. Donc, du coup, nous avons rectifié une rumeur qui s'était étendue sur tout le pays. Et jusqu'à présent, qu'on le sache, le président Soglo est toujours vivant. Absolument. Voilà un peu ce qui peut arriver quand on fait ce métier. Voilà pourquoi le journaliste ne doit croire personne sans avoir vérifié lui-même. Même si c'est votre père qui vous a donné une information, même si c'est votre mère qui vous l'a donnée, prenez la peine d'aller vérifier l'information. Et des anecdotes sur la vérification de l'information, je peux vous en donner 5, 6, 7, 8. Qu'il s'agisse de la mort de Sambou Danialou, qu'il s'agisse de la mort de tel ou de tel. On est coutumier de ce genre de rumeurs. Mais la rumeur ne représente pas l'information. Est-ce que le journaliste est tenu de travailler dans un organe de presse? Qui embauche le journaliste? Alors, la première chose qu'il faut savoir, c'est que le journaliste, une fois qu'il a les instruments qu'il faut, ou bien il les a eu déjà dans un organe, et en général, il n'est pas rare que l'organe veuille le retenir, ou bien alors il se met sur le marché et il propose ses services à un employeur. Alors, l'employeur le prendra ou ne le prendra pas. Et il le prendra de façon permanente ou de façon discontinue. Dans notre métier, il y a beaucoup de catégories d'emploi. Vous avez des gens qui ont des contrats à durée indéterminée. Vous avez des gens qui ont des contrats à durée déterminée. Vous avez des gens qui sont ce qu'on appelle des pigistes, c'est-à-dire qu'ils sont payés par rapport au travail qu'ils font de façon ponctuelle. Vous avez des gens qui sont des cachetiers. Ils fournissent quelque chose, on leur paye leur cachet et ils circulent. Pour finir, je voudrais vous demander quel conseil vous donneriez à une jeune personne qui voudrait faire le même métier que vous. La première chose que je lui dirais, il faut être passionné. D'accord. Ça, c'est la première des choses. Si vous n'aimez pas, passez à autre chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut travailler très dur et être constamment informé. Ce métier est un métier particulièrement exigeant parce qu'il vous demande de suivre l'actualité au jour le jour. Vous ne pouvez pas être en retard. Voilà pourquoi, si vous regardez la plupart des journalistes, ce sont des gens, vous les verrez devant la télé ou en train d'écouter la radio jusque tard dans la nuit.
Vous les verrez très tôt déjà la radio allumée pour prendre les premières informations qui viennent. Vous les verrez en train de lire tout le temps parce qu'ils veulent entretenir leur culture. C'est un travail qui est très exigeant. Nous avons dit qu'il est sélectif, oui, mais il est exigeant aussi parce qu'il faut des mises à jour quotidiennes. Vous ne pouvez pas être en retard sur l'information. Si vous venez annoncer à 10 heures que le président de la République est malade, il faut continuer à suivre l'information jusqu'à 18 heures. Si vous venez à 18 heures dire que le président est malade alors qu'il est décédé entre-temps, il y a un problème. Oui, il y a un problème. Donc il faut se mettre à jour tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et dans tous les domaines. Vous savez, quand moi j'ai commencé ce métier, nous travaillions avec de l'analogique. C'était des bandes. Nous travaillions avec un bic. Aujourd'hui, si vous n'avez pas un smartphone, si vous n'avez pas un ordinateur portable, si vous n'avez pas une caméra numérique, si vous n'avez pas un enregistreur numérique, vous êtes déphasé. Alors ce n'est pas parce que vous avez 70 ans que vous ne maîtriserez pas l'informatique. Vous êtes obligé de vous y mettre. Si vous êtes obligé de faire des podcasts, il faut savoir comment ça fonctionne. Si vous êtes obligé de faire du montage numérique, il faut savoir comment ça fonctionne. Et ce n'est pas parce que vous avez fait 40 ans ou 50 ans dans le métier que soudainement vous serez au goût du jour. Non. Donc, il faut travailler énormément. Constamment. Constamment. Ce n'est pas quelque chose avec lequel on peut s'amuser. Parce que vous êtes très vite déphasé. Vous savez, si je reprends l'exemple de l'informatique, si vous êtes informaticien et que vous avez eu votre diplôme en 2000 et que vous n'avez jamais renouvelé vos compétences, vous êtes un has-been en 2023. Oui, totalement. Absolument, oui. Et c'est exactement la même chose. Il faut être constamment en train de se documenter, de travailler, d'effectuer, comme je dis, les mises à jour, de vous informer, d'élargir votre carnet d'adresses. Parce que les personnes qui sont vos personnes ressources, qui étaient vos personnes ressources il y a 10 ans, ce n'est plus elles que vous allez contacter aujourd'hui pour les mêmes besoins. Donc il faut continuer à rencontrer les gens, il faut continuer à noter des adresses, il faut continuer à garder des contacts et ainsi de suite. C'est constant, c'est un travail de tous les instants. Et en général, on ne se repose pas avec ce type de travail, donc il faut aimer travailler. Ce sont vraiment les deux choses que je conseillerais. Pourquoi je parlais de passion? C'est parce que quand on est passionné, on ne sent pas les efforts. C'est ça. Mais quand vous n'êtes pas passionné, que vous faites juste pour gagner de l'argent, eh bien, croyez-moi, les efforts commencent à vous peser. Et voilà pourquoi il faut mieux être passionné et être travailleur pour être journaliste. Autrement, il faut faire autre chose. Merci beaucoup, Monsieur Ablon. Moi, j'ai tellement appris en quelques minutes et je suppose que c'est le cas pour les personnes qui nous suivent. Je vous remercie infiniment. Nous sommes heureux de vous avoir sur ce plateau, que vous soyez venus sur ce podcast parler du métier de journaliste qui en fait n'est pas vraiment connu, parce que quand vous avez eu à éclaircir un peu la différence entre un journaliste et un speaker, je pense que le profane passe son temps à croire que le speaker, en fait, c'est un journaliste. On nous confond avec beaucoup de choses. Des gens qui sont maîtres de cérémonie se disent journalistes. Parce que quelques journalistes font aussi maîtres de cérémonie. Oui, bon, donc, en tout cas, merci beaucoup d'être venu. Merci infiniment. Ouais, merci, chers téléspectateurs, chers auditeurs, je dirais plutôt. Merci d'avoir suivi ce podcast qui, pour moi, est l'un des meilleurs que nous avons tourné depuis que nous avons commencé. Nous avons eu beaucoup d'informations et je voudrais rappeler que ce podcast est réalisé par l'agence Tomarou en collaboration avec le Centre d'employabilité francophone de l'AUF Bénin. Merci encore de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous pour un autre Focus Métier. À bientôt.